La récréation est terminée. Afrique Média veut libérer les nations, la seule chaîne libre dans le monde. C'est vous, téléspectateurs d'Afrique Média, qui le dites et cela nous honore. Bonsoir l'Afrique et bonsoir le monde. Bienvenue mesdames et messieurs à cette autre édition d'Appel sur le continent. Hier encore, on en parlait. Le Mali applique la réciprocité face aux sanctions de la CEDEAO et de l'UEMOA. Et bien sûr, le président de la transition, chef de l'État, le colonel Assimi Goïta, s'est exprimé devant ses compatriotes. Et bien sûr, on va l'écouter dans quelques instants. Le temps d'accueillir nos invités. Et sur le plateau central, je suis avec le panafricaniste par essence et par excellence, Patient Parfendom. Bonsoir, Patient Parfendom. Bonsoir, le maestro. Bonsoir. Le grand maestro, n'est-ce pas, de la réplique panafricaine sur le plan médiatique par rapport aux agressions multiples que vit notre continent. Je pense que nous sommes en 2022. On a l'habitude de dire aux gens bonne année. Et je pense que pour nous, ça va être une année décisive dans la réalisation, dans la transformation de l'essai des différentes batailles que nous avons menées pour remettre, n'est-ce pas, en haut de l'affiche, l'Afrique avec ses ambitions. L'Afrique avec ses ambitions. Avec sa détermination de reconquérir sa souveraineté. Oui. Et nous sommes en plein dans cette bataille. Et le Mali, qui est un pilier très important dans cette reconquête de notre souveraineté, dont le moment est arrivé pour la jeunesse africaine de suivre ce qui se passe. Il est évident que nous vivons dans un monde complexe, mais ce qui se passe au Mali est tout simplement la continuation des grandes batailles qui ont eu lieu sur notre continent et qui ont eu de braves Africains, de 10 Africains, dont Assimi Goïta n'est que l'héritier légitime, le grand héritier, et qu'il a su s'entourer, n'est-ce pas, de braves femmes et hommes africains, maliens, capables de continuer ce combat avec beaucoup, j'allais dire, de détermination et de bonheur. On a vu ce qui s'est passé en 2010 et en 2011. Je vous avais dit sur ce plateau que ça augure de ce qu'on appelle la victoire des vaincus. Vous l'avez dit. Muammar Kadhafi a été humilié à Mondjovision, assassiné à Mondjovision. Le président Laurent Koudou-Barbeau, à qui j'adresse de nouveau aussi mes vœux de bonne heureuse année 2022, a été humilié à Mondjovision. Sa famille humiliée à Mondjovision. Sa génitrice bafouée dans son intimité et dans sa dignité de femme. Pour les Africains, tout le monde l'a vu à Mondjovision. Ils avaient oublié. C'est ce qu'ils comptaient, ce qui faisait partie de ce qu'on appelle leur profondeur stratégique, à savoir les pays du Nord, avec de faux discours du type « Ah, parce que c'est des musulmans, ah, parce que c'est des nordistes, c'est pour cela qu'on ne veut pas d'eux. » Et voilà, et patatras, c'est là, dans ce Nord qui était considéré comme le ventre mou, n'est-ce pas, de ce que la différence qu'ils font entre le pays utile et le pays qui n'est pas utile. C'est dans le pays qui n'est pas utile que vient donc de naître cette formidable contestation à cet ordre occidental impérialiste qui veut maintenir l'Afrique à la périphérie du monde et se servir de l'Afrique tout simplement comme un vaste espace de ravitaillement en matières premières de toutes sortes et même de nos propres cerveaux, de nos enfants, pour continuer à alimenter le centre prétendument qu'ils sont. Non, mais le monde a changé. La Russie est venue avec d'autres nouvelles forces. L'unipolarité du monde, c'est terminé. Tout cela est cassé. Il faut aujourd'hui compter avec les autres peuples du monde si vous voulez refaire ce monde. Et parmi ces peuples dont il faudra compter dorénavant, il y aura l'Afrique. Dont sa jeunesse démontre de plus en plus, au jour le jour, que rien ne se fera plus comme avant. Soutien total au président du gouvernement de transition malien, le colonel Assimi Goïta. Soutien total au camarade de Choguel Maïga, son excellent Choguel Maïga, Premier ministre du Mali. Vous avez notre soutien. Et il sera multiforme, on le dit déjà à Mondjovision, parce qu'aucun Africain n'acceptera jamais que les supplétifs de la France et de l'Occident, que sont ces valets et laquelle la CEDEAO, imposent au Mali cette décision inique, injuste, illégale et illégitime. Le peuple malien a droit à la vie. Le peuple africain a droit à la vie. Ce n'est que le début du match. Très bien. Le début du match, Patient Parfendom, très belle introduction. Et ça me donne vraiment envie d'aller rapidement vers Mwazulu Diabanza. Mwazulu, bonsoir, très cher ami. Bonsoir à toutes et à tous les téléspectateurs de la chaîne panafricaine
Salutations fraternelles et patriotiques à tous et à toutes. C'est toujours un grand plaisir et un honneur d'être sur vos écrans pour porter la voix haute de cette Afrique qui aujourd'hui a décidé résolument de prendre sa destinée en main. L'illustration parfaite de ce qu'on voit justement au Mali avec cette détermination qui a commencé justement avec ces mouvements, cette dynamique panafricaine lancée ici et là pour justement permettre à notre peuple de pouvoir répandre sa destinée en main. Aujourd'hui, nous assistons justement à ce que beaucoup en doutaient, ce qui vient d'être aujourd'hui une illustration parfaite de cette volonté de la France de faire la guerre à l'Afrique. Elle a affirmé, elle l'a fait, et elle a fait semblant durant ces décennies post-indépendance de prendre une autre posture. Mais aujourd'hui, la vérité éclate, comme la vérité a su éclater justement lorsque le génie politique de Gbagbo Laurent a permis de faire dévoiler ce qu'en était la vraie position de la France vis-à-vis de la Côte d'Ivoire, c'est-à-dire de répandre la Côte d'Ivoire entre ses mains, d'imposer ses injonctions, de donner la ligne de conduite, de confisquer les destins et la destinée de ces peuples. Aujourd'hui encore, avec cette détermination justement du peuple malien, parce que mon regard regarde depuis ce peuple et cette jeunesse qui d'ailleurs a su démontrer devant la face du monde que la détermination du peuple africain, autrefois illustrée dans le lutte des indépendances, revient aujourd'hui, revient entre nos mains pour que nous puissions répandre ce qui sera l'écriture de notre histoire avec des lettres et des noblesses. L'écriture de notre histoire aujourd'hui qui nous permettra nous-mêmes de décider de nos options financières, de décider aussi de nos orientations économiques pour que l'Afrique reprenne la place qui est sienne dans le concert des nations. Merci très cher Mwazoulou Diabanza. C'était une très belle intro qui nous conduit à présent vers le colonel Assimi Goïta, président de la transition au Mali, et chef de l'État. Il s'est exprimé donc après l'ascension de la CEDEAO et de l'UEMOA. On va l'écouter en quelques minutes et je reviens à vous, messieurs. Comme vous le savez, la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, CEDEAO, a prononcé hier, 9 janvier 2022, des sanctions contre le Mali lors du sommet d'Accra. La lecture des communiqués de la CEDEAO et de l'UEMOA donne le sentiment que la complexité de la situation du Mali n'a malheureusement pas été prise en compte. Il est regrettable que des efforts des autorités de la transition aient été ignorés. Mes chers compatriotes, l'heure est au rassemblement de tous les Maliens sans exclusif pour réaffirmer nos positions de principe et défendre notre patrie. Chaque Malien, où qu'il se trouve, doit se comporter en défenseur des intérêts supérieurs du Mali. Nous mesurons la gravité de la situation. Il revient à chacun de taire les divisions de quelque nature que ce soit, de se retrouver autour de l'essentiel qu'est le Mali, notre patrie. Aussi, j'en appelle à une mobilisation constante et à une résilience face à la situation. Mes chers compatriotes, nous avons tenu les assises nationales de la refondation afin de recenser l'ensemble de vos préoccupations pour bâtir un Mali nouveau. À cette occasion, je m'étais engagé à transmettre à la CEDEAO les conclusions assorties d'un chronogramme des élections. C'est dans ce cadre que j'ai dépêché une mission interministérielle le 31 décembre 2021 auprès du président de la conférence des chefs d'État pour expliquer notre démarche. Mes chers compatriotes, l'histoire sociopolitique de notre pays nous a prouvé à maintes reprises qu'il nous fallait impérativement revoir en profondeur notre système afin d'éviter un éternel recommencement. C'est cela que nous avons tenté de faire comprendre aux chefs d'État de la CEDEAO, car le Mali est un pays pour qui l'intégration africaine vaut la renonciation à une partie de son territoire. Il est donc temps pour nous, chers Maliens, de nous retrouver, de nous renforcer afin de pouvoir exister en tant que nation, exister dans toute notre diversité. Mes chers compatriotes, je vous demande de rester calmes et sereins, car nous avons fait le choix d'être sincères afin de prendre notre destin en main, en forgeant notre propre voie. Gardons à l'esprit que le chemin qui mène au bonheur est une voie dure et très dure. Toutefois, avec courage et dévouement,
nous allons y arriver. Telle est l'essence de notre hymne national. La CEDEAO et l'UEMOA se sont assumés. Nous en ferons autant. Nul besoin de procéder à des actions de violence. Cela n'a jamais caractérisé les Maliens que nous sommes. Nous avons espéré qu'avant la conférence extraordinaire de la CEDEAO, un examen minutieux serait fait du chronogramme soumis et une période serait donnée pour discuter sur notre proposition avant de se prononcer. Je dois vous dire que même si nous regrettons le caractère illégitime, illégal et inhumain de certaines décisions, le Mali reste ouvert au dialogue avec la CEDEAO pour trouver un consensus entre les intérêts supérieurs du peuple malien et le respect des principes fondamentaux de l'organisation. Notre engagement pour un retour à l'ordre constitutionnel normal, apaisé et sécurisé n'a jamais failli. Nous appelons la CEDEAO, une fois de plus, à une analyse approfondie de la situation de notre pays en plaçant l'intérêt supérieur de la population malienne au-dessus de toute autre considération. Mes chers compatriotes, j'ai bien conscience des inquiétudes quant aux conséquences de ces mesures, mais je tiens à vous rassurer que des dispositions sont prises pour faire face à ces défis et que les actions d'approvisionnement se poursuivront. Mes chers compatriotes, depuis que nous avons pris nos responsabilités face à notre destinée, nous avons toujours œuvré pour le bien-être de l'ensemble des populations maliennes dans toute leur diversité et nous continuerons à nous y atteler. Maliennes, Maliens, je ne saurais terminer sans vous exhorter à davantage de solidarité et de résilience face aux nombreux défis de l'heure. Ensemble, nous bâtirons le Mali de demain. Qu'Allah bénisse le Mali et protège les Maliens. Merci donc à Maurice Tokam à la réalisation. Patient par fin d'homme, c'était le colonel Assimi Goïta, président de la transition au Mali, chef de l'État. On l'a écouté. Quelle réaction? Première réaction, quand on parle souvent des militaires, oui. Et je l'ai beaucoup écouté ces derniers temps avec les positions de M. Macron, Oui. on a l'impression que c'est une bande de vauriens, des gens à l'intelligence moyenne, pour être vraiment, j'allais dire, commode, et qui ne comprennent rien, dont la seule possibilité pour eux, c'est de prendre des armes, d'aller tirer un peu partout dans la brousse. Vous avez écouté Assimi Goïta? C'est ça l'intelligence. C'est ça l'intelligence. Il met à nu la défaite de la CEDEAO, l'incurie de la CEDEAO, la vassalisation de la CEDEAO, la soumission de la CEDEAO par rapport aux intérêts étrangers. Il met à nu le faux discours de M. Macron, qui subitement se donne des airs d'un ange qui a pour vocation de venir protéger les Africains parce que, soit disant, il les aimerait beaucoup. Non. Assimi Goïta remet la balle au sol. Mais surtout, le colonel Assimi Goïta, parce qu'il était militaire, les gens seraient tentés de dire que c'est un va-t-en-guerre comme il est militaire. Non. Il n'est pas réfractaire au débat, au contraire. Tout à fait. Il dit nous restons ouverts au dialogue. Nous restons ouverts au débat et au dialogue. C'est ce que je vous avais dit. Les assises nationales se sont tenues. Ce sont les assises nationales qui ont pris la décision de faire cette transition qui irait dans une fourchette qui va de 6 mois à 5 ans. Ils n'ont jamais dit que c'était 5 ans. Non, de 6 mois à 5 ans. Le gouvernement de transition a pris, nous sommes en diplomatie, en négociation, la base de 5 ans, comme base de discussion. Elle n'a pas tranché. Elle a dit, nous suggérons 5 ans. Au lieu que la CEDEAO se saisisse de cette perche et discute, n'est-ce pas, avec le gouvernement malien pour trouver un accord, n'est-ce pas? Non. M. Ouattara et ses amis, mal élus tels qu'ils sont, et on les connaît, ont cru que la seule chose qu'ils pouvaient faire, c'était de montrer aux maîtres vraiment qu'ils sont de véritables nègres de maison. Vous savez, comme disait Malcolm X, chaque fois que le maître a faim, l'esclave vient en courant, nous avons faim. Chaque fois que le maître n'a pas une belle chemise bien repassée comme la tienne, il dit que notre chemise n'est pas bien repassée. Alors, c'est effarant, Bachir. Moi, j'ai suivi là, il y a cela quelques jours, M. Anthony Blinken, secrétaire d'État américain, par rapport à l'Ukraine, avec la négociation, les dialogues qu'ils ont commencé avec les Ukrainiens. Que dit M. Anthony Blinken? Il est clair. Il dit, nous avons dit à la Russie que
le droit des peuples à disposer d'eux-mêmes doit partir d'un droit légitime du peuple ukrainien. Oui. Pourquoi ce qu'on accorde à l'Ukraine, on refuse de l'accorder au Mali? Pourquoi? Ben, c'est la question qu'on se pose. Nous sommes quoi? Des sous-êtres? Les gens qu'on a tout fait pour ravaler au rang de la bête? Je dis non. Non, non et non. Nous ne l'accepterons jamais. Et bravo au colonel Assimi Goïta qui a mis à nu, arrêtez, ce que voilà, c'est l'échec de la CEDEAO. C'est l'échec de la CEDEAO. Hein? La CEDEAO a échoué. Vous allez vous montrer d'autres éléments qui participent à montrer que même au sein de la CEDEAO, ce n'est pas l'unanimité parfaite. Je vous avais donné une information à un moment donné. Il y a quelqu'un qui est très discret, dont on ne parle pas beaucoup. C'est le président Bissau-Guinéen, à la personne du président, son excellence Ambalo, qui avait fait des va-et-vient entre la Guinée-Conakry et le Mali. Bien avant, il y a cela quelques semaines. Je pense que ce négociateur, ce panafricain discret, est en train de faire un travail de fourmi. Un travail vraiment dont la lame de fond n'est pas visible, mais qui donne les résultats que nous donnons. Je vous laisse la primeur pour notre explicateur du prochain élément tout à l'heure. Ouais. Mais, Bachir, tout à l'heure, à l'entendre mon propos, je vous ai parlé de la victoire des vaincus. Quand vous menez une lutte, un combat, qui est vrai, oui, qui est juste, même quand vous perdez, vous gagnez. Même quand vous perdez là, sur le moment, mais en réalité, dans le sens de l'histoire, vous gagnez. Le combat que le président Laurent Gbagbo menait, beaucoup de gens ne l'ont pas compris. Et beaucoup de gens l'ont réduit à cette petite victoire éphémère de l'Occident avec leur Joujou Ouattara. Ils ont oublié que c'est vrai, un grand baobab qui tombe dans la forêt, c'est avec beaucoup de fracas et de bruit. Oui. Mais les petits arbustes qui poussent, c'est dans un silence de cimetière. Mais ils finissent par pousser et devenir grands, comme c'est le cas de colonel Assimi Goïta, qui n'est que l'expression de la volonté du peuple malien, le peuple malien lui-même, qui a eu à prendre ses classes par rapport à ce qui s'est passé en Côte d'Ivoire. Pour ceux qui n'avaient pas suivi, parce que c'était un peu loin pour les différentes générations, pour ce qui s'était passé au Cameroun, pour ce qui s'était passé au Congo, etc. etc. C'est le même continuum de cette lutte-là, pour libérer de notre continent, qui va produire, qu'on le veuille ou non. C'est ce que j'ai appelé, je ne sais pas où, des tendances lourdes. Vous pouvez les freiner, vous pouvez les retarder, mais vous ne pouvez pas les empêcher de s'accomplir. C'est comme la balle d'un revolver. Nous sommes face à unité. Quand la gâchette est actionnée et que la balle est partie, c'est fini. Vous ne pouvez plus l'arrêter. Elle est partie, elle est partie. Donc, je pense sincèrement que nous sommes là face à un nouveau tournant. 2022, c'est un nouveau tournant. Parce que ce qui se passe déjà en Centrafrique, ce que je vois poindre à l'horizon au niveau de Mali, bravo à la jeunesse malienne, félicitations à vous, chers amis, j'ai de l'espoir. J'ai de l'espoir pour notre continent. J'ai de l'espoir que même les sourds vont finir par entendre, même les aveugles vont finir par voir, et la France, une fois de plus, comprendra que c'est terminé. C'est terminé. Les think tanks américains font des simulations sur les probabilités d'une unité politique en Afrique avec les conséquences que cela aura. Je vais vous passer ce document-là. Vous allez comprendre pourquoi il y a des enjeux. Les enjeux sont énormes. Le monde a changé, il est devenu multipolaire, avec de nouveaux acteurs, chacun ayant un know-how certain, capable d'apporter sa contribution au réveil de ce monstre qui était dans un sommet combattu qu'on appelle l'Afrique. Qui s'est levé? Il est déjà debout parce que plus de 10 ans que nous avons passé sur Afrique Média à expliquer, avec beaucoup de pédagogie, avec beaucoup. Ce monstre est debout, peut-être qu'il titube encore, mais il est debout. Dans bientôt, il ne va plus tituber. Il va aller tout droit vers où son destin doit l'amener. Et je peux vous dire, ce n'est pas ce que Alain Perfit avait écrit, quand la Chine se réveillera, le monde tremblera. Non, nous disons, quand l'Afrique se réveillera, le monde va changer de notion d'humanité. Merci, patient Parfendom. Eh bien, avant d'accueillir notre troisième et dernier invité, allons donner la parole à Mwazoulou. Mwazoulou, vous avez suivi avec beaucoup d'intérêt le président Assimi Goïta. Quelle réaction après l'avoir écouté? Je pense qu'avant tout, il est dans son rôle de chef d'État, qu'il assume et qu'il assure d'ailleurs très bien. Ce qui démontre l'état d'esprit dans lequel il se trouve, c'est-à-dire
de la sérénité, de la confiance dans la ligne dans laquelle il s'est engagé. Il a engagé quasiment tout le peuple malien, tout le peuple d'Afrique, non seulement de la CEDEAO, de la zone ouest africaine, mais de toute l'Afrique de façon générale. Et je salue notamment sa perspicacité et la manière dont il essaye d'aborder les questions. Mais justement, je voudrais revenir sur quelque chose que j'avais proposé, datant, je pense, encore sur vos antennes, d'où je disais, et j'adressais ces messages au camarade Assimi Goïta, lorsqu'on prend la direction de conduire un peuple vers sa souveraineté véritable, parce que c'est ça, justement, la mission de cette génération que Frantz Fanon nous a demandé, parce que cette souveraineté sera politique, sera économique, sera monétaire, sera financière, sera sécuritaire, et par-dessus tout, elle sera culturelle. Lorsqu'on prend cette direction, on ne doit pas attendre à ce que l'ennemi ne puisse agir et que l'on puisse être dans la réaction. Mais on doit prendre l'initiative de comprendre déjà que nous sommes dans une phase terrible. Mouzé Laurent Désiré Kabila, assassiné en République démocratique du Congo, est allé très vite. Il n'a eu que 4 ans et demi. Thomas Sankara est allé très vite. Il n'a eu que 4 ans. Ernesto Che Guevara est allé très vite. Donc il faut aller vite. Et par ça, j'allais dire ceci. L'initiative qu'il devait prendre et qu'il ne doit pas attendre, c'est la fermeture des bases militaires françaises partout sur l'étendue du territoire malien. C'est la sortie imminente, sans condition aucune, de la zone monétaire du franc CFA. C'est de mettre fin, justement, à tous les accords de partenariat économique et surtout à cette coopération entre l'Union européenne et les collectivités locales. Parce que les gouvernements africains ont eu tendance à considérer les capitales africaines comme étant le centre, et si l'on veut, du pouvoir. Mais or, ils ont oublié les collectivités locales et le Mali profond. Ils ont oublié l'Afrique profonde. Quitte à lui de mettre fin à ces collectivités, à ces coopérations avec des collectivités. Parce qu'aujourd'hui, tout ce qui est comme projet de forage, tout ce qui est comme projet alimentaire, tout ce qui est comme projet ceci est laissé entre les mains de l'Union européenne, de la France et de l'Organisation des Nations Unies. Donc il faut mettre fin à cela. Il faut qu'ils reprennent justement le levier du commandement sur cet aspect des choses. C'est lui qui doit rentrer en danse. C'est lui qui doit rentrer dans l'action et obliger justement à l'ennemi de le suivre derrière pas à pas. Et non à lui de prendre des dispositions lorsque l'ennemi contre-attaque. Nous le savons que les positions qu'avait pris le Mali, on s'attendait à cela. Donc il fallait justement être en amont, si vous voulez, j'allais dire en avance des décisions et ne pas permettre à ceux-là de prendre l'ascendant sur nous. Et j'aimerais ajouter ceci. Il faudrait dorénavant installer ce qu'on appelle la diplomatie temporaire, c'est-à-dire une diplomatie à évaluer chaque 3 mois. D'où on convoque les ambassadeurs de l'Union européenne et de la France. Au bout de 3 mois, on regarde ce qui a marché et ce qui n'a pas marché. Si ça n'a pas marché, on ferme l'ambassade pour 3 mois. Et 3 mois après, ils reviennent. Parce qu'il faut donner du retard à l'armée française et au gouvernement français d'être au cœur de l'information et au cœur du renseignement. Parce que c'est le rôle principal de leurs ambassades dans nos pays. Et j'ajouterai aussi, dorénavant, à partir d'aujourd'hui, Assimi Goïta et tout son gouvernement doivent s'exprimer en bambara et non plus en français. Si nous ne comprenons pas, nos amis et nos camarades qui sont là-bas, nous ferons justement la traduction de ce qui a été dit. Le moment est venu maintenant d'assumer pleinement la souveraineté du Mali et d'aller dans cette optique. Et j'en appelle maintenant à toute la jeunesse panafricaine et à toutes nos représentations, surtout au Burkina Faso et en Côte d'Ivoire. Le moment est venu maintenant de frapper ce que je considère comme les béquilles. Rappelez-vous, à la veille justement des indépendances des pays africains, le général de Gaulle avait eu l'idée machiavélique de créer une communauté franco-africaine. Le refus absolu de l'un des porte-paroles les plus éminents de notre mère patrie, l'Afrique, j'ai cité le président Ahmed Sékou Touré, avait contraint le général de Gaulle à changer de stratégie, ce qui a donné naissance à 2 communautés, la communauté économique des pays d'Afrique de l'Ouest et la communauté économique des pays d'Afrique centrale. Et il y a eu justement par ça là l'UEMOA. L'UEMOA, on voit les liens, union économique et monétaire. Donc c'est une façon de dire à l'Afrique, sans la monnaie du franc CFA, il n'y aura ni union, ni économie pour vous, ni prospérité économique pour vous. Donc il faut prendre la mesure de cela. Je disais qu'il faut briser les 2 béquilles. Ces 2 béquilles qui sont, à mon humble avis, le président ivoirien Alassane Dramane Ouattara et le président
du Burkina Faso, notamment Marc Kaboré. Les deux ont été très actifs selon les informations qui nous sont parvenues lors de cette réunion. Parce que ce sont les deux chefs d'État qui sont en train de craindre notamment ce qui s'est passé au Mali et en Guinée, c'est-à-dire cette vague-là du soulèvement qui a conduit justement, qui a permis aux militaires de prendre le pouvoir. Et il faudrait que les gens comprennent. Assimi Goïta n'a pas fait un coup d'État. C'est le peuple malien qui, comme je le disais dans mon introduction, dans sa dynamique, a engagé justement ou déclenché cette révolution qui justement allait aboutir à cela. Parce que nous sommes à mi-chemin, d'autant plus que nous n'avons pas encore renversé l'hégémonie française et des Nations Unies sur l'étendue de notre territoire, notamment en particulier en ce qui concerne ces cas du Mali. Donc il est en train de faire la volonté du peuple. La volonté du peuple malien est la volonté souveraine d'un État. Il faudrait que la CEDEAO et autres le comprennent. Donc, c'est là où j'appelais à cette mobilisation tripartite au Mali, bien entendu, mais au Burkina Faso et en Côte d'Ivoire, parce qu'il faut faire peur à ceux qui appuient justement la politique française en Afrique dans la crainte de ce qui va leur arriver. Il faut que nos positions qui sont au Burkina Faso et en Côte d'Ivoire entendent ces cris maintenant qu'on vient de donner l'ordre pour se mobiliser dans ce sens. Parce que le moment est venu de mettre fin à cette hégémonie. Le moment est venu pour l'Afrique, comme je le disais, de rentrer dans cette phase de grande nation et dans le concert des nations d'être respectée. La réhabilitation de cette souveraineté qui a été bafouée, de cette volonté qui nous anime tous aujourd'hui et toutes, de voir notre mère patrie, l'Afrique, accéder justement dans ces carrés fermés des nations dits développées et évoluées, parce que nous avons les atouts qu'il faut et nous avons les moyens qu'il faut. Donc, la France vient d'être mise à nu et le moment est venu pour nous d'aller dans ce sens. Unité, dignité, courage. Merci Moiselou, merci pour ces jets et qui nous ramène directement vers notre cher Charlie Kenyé avant d'ouvrir le standard pour nos téléspectateurs. Ils sont très nombreux à vouloir réagir. Je vois Lamine Diop, les habitués, je vois Delphine depuis Gitega au Burundi. En tout cas, messieurs, prenez votre mal en patience. On va écouter Charlie. Bonsoir Charlie. Bonsoir. Bienvenue. Alors, je voudrais quand même, avant toute chose, rappeler que sur ce même plateau, nous étions ensemble. Vous m'avez dit, la CEDEAO va frapper très fort. Tout à fait. Mais c'est ce que vous souhaitez parce que ce sera le point de départ pour quelque chose. Et vous me disiez, vous êtes sûr à 100% que le gouvernement de transition a déjà pris des dispositions pour ça. Merci Bachir. Merci d'avoir fait ce rappel de mémoire. Oui. Je crois qu'on était sur ce même plateau. Je disais, la CEDEAO va frapper. Ils vont frapper dur. Mais pour moi, c'est une bonne chose parce que, en réalité, parfois quand vous voulez quitter quelque chose, c'est parfois idéal de laisser l'autre faire le premier pas et vous donner justement le prétexte de quitter la chose là. Donc, à côté de ça, il y avait des éléments qui montraient à suffire justement cette décision de la CEDEAO qui est à venir. Je tiens à vous rappeler que le département d'État américain, c'est-à-dire que le gouvernement de Joe Biden, quelques jours avant cette décision de la CEDEAO, avait justement sanctionné le Mali, avait exclu le Mali, la Guinée-Conakry et l'Éthiopie de l'AGOA, l'African Growth Opportunity Act. En réalité, c'était une façon de légitimer les décisions qui étaient à venir pour dire que nous sommes dans la continuité, à vous de prendre le relais. À côté de ça, il faut également faire comprendre à la conscience africaine que, en réalité, ce n'est pas la CEDEAO qui a sanctionné le Mali, c'est lui et moi. C'est-à-dire que ce communiqué est celui de lui et moi. La CEDEAO n'a été que... Alors, je voudrais qu'on précise. Hein. La CEDEAO a pris des sanctions purement politiques et d'une certaine manière économiques. Effectivement. Mais l'UEMOA a touché sur le plan monétaire. En gelant les avoirs, entre autres, les réserves les avoirs de l'État malien au sein de la Banque centrale ouest-africaine. Le communiqué a été rédigé, ou alors, entre guillemets, parce que s'il faut aller dans le fond, le communiqué a été rédigé par les officiels français. C'est lui et moi qui étaient à la manœuvre. La CEDEAO n'a été que l'instrument de publication, de relecture, s'il fallait dire ainsi comme ça. Et lorsque vous parlez de lui et moi, l'Union économique et monétaire ouest-africaine, mais qui est pilote lui et moi? C'est le Trésor français. Tout à fait. Donc, on ne peut pas être gêné de voir ce qu'il y a, le contenu de ce communiqué. Ce communiqué ne fait qu'exprimer la volonté des officiels français, en l'occurrence du président français Emmanuel Macron, la déculottée qu'il a reçue des autorités de Bamako.
Vous êtes... il vous souvient que voilà un président qui nous a fait savoir que le gouvernement de Bamako était un gouvernement illégitime, Oui, illégal, oui. mais qui à la dernière minute s'est rebiffé et a annoncé un déplacement du côté de Bamako. N'eût été ces agences de renseignement qui lui ont fait savoir que l'accueil qui lui est réservé de ce côté-là est digne d'un chef, d'un roi. Il a dû se rebiffer et on a mis sous... on a pris comme prétexte la pandémie à la Covid, comme quoi le Mali serait le taux de contamination et autres serait un peu élevé, tout ça pour préserver la santé du président français. Oh, qui n'en est rien. Mais ce qui devrait le plus nous intéresser ici, c'est comprendre. Lorsqu'on parle de la CEDEAO, on parle d'une communauté d'États. Oui. Parce que la CEDEAO, c'est un organe interétatique. Oui. La CEDEAO, en réalité, dans ses textes, n'a pas qualité même à rédiger ou alors à punir le Mali tel que cela vient d'être fait à travers ces genres de sanctions. Ça dit que quand le gouvernement malien dit que ce sont des décisions illégitimes et illégales... le gouvernement malien, ils ont raison. Oui. C'est totalement contraire, n'est-ce pas, au droit international et même aux textes et statuts qui régissent la CEDEAO. Mais M. Bachir, quand on parle de la CEDEAO, contrairement à l'Union africaine, ouais, on parle de l'Union africaine, on parle bien de l'Union africaine. C'est-à-dire que c'est une organisation qui regroupe en son sein un ensemble de pays. Supranational. Exactement. Oui. Mais lorsqu'on parle de la CEDEAO, le nom est clair. On parle de la communauté des États de l'Afrique de l'Ouest. Oui. Mais, M. Bachir, vous allez vous rendre compte que quand vous prenez par exemple un pays comme le Ghana, oui. Au Ghana, vous avez par exemple des communautés Aka, Aïn, qui se retrouvent du côté de la Côte d'Ivoire. Oui. Vous avez les Kofi du côté du Ghana qui se retrouvent également de la Côte d'Ivoire. Vous rencontrerez ces mêmes Kofi du côté de la Côte d'Ivoire. Vous avez les Malinké, vous avez les Djoula qui sont du côté de la Côte d'Ivoire, qui se retrouvent en Guinée-Conakry et même au Mali. Vous avez les Malinké, vous avez les Soussous. En fait, c'est cet ensemble d'ethnies-là que, à travers la CEDEAO, on devait les mettre ensemble justement pour favoriser cette solidarité-là. Donc, c'est une communauté de peuples, au service des peuples, pour défendre les intérêts des peuples. Mais comment aujourd'hui, le Mali, qui est en train d'exprimer la souveraineté de son peuple, parce que c'est de ça dont il est question, quand le Mali demande à la CEDEAO de leur donner encore 5 ans, avec un calendrier assez bien clair, le Mali dit, donnez-nous 2 ans pour déjà ramener la paix et la sécurité dans le pays, retrouver l'intégrité du territoire national, 2 ans de plus pour asseoir la vie politique, et la dernière année, on s'en va aux élections. Mais qu'est-ce qu'il y a de plus normal? La CEDEAO dit non, le Mali dit qu'il n'y a pas de problème. Il passe de 5 ans, il revient à 4 ans pour dire ok, vous avez refusé 5 ans, donnez-nous au moins ces 4 ans. La CEDEAO dit non, mais par contre, la CEDEAO oblige le Mali à rapidement aller aux élections. Mais on se pose la question, M. Bachir, le Mali va aller aux élections avec quel fonds? Puisque organiser des élections, ça demande d'énormes moyens financiers. Oui. Est-ce que c'est une façon de demander aux Maliens d'aller encore vers les institutions de Bretton Woods pour prêter de l'argent, pour qu'on retombe dans le schéma ivoirien, où l'ONU s'y est venu organiser des élections en Côte d'Ivoire avec un candidat qui avait déjà choisi pour être président de la République. Donc, tant d'incongrus, et on se dit quand même être gêné lorsqu'on voit 15 chefs d'État pondre un communiqué comme celui-là. Des chefs d'État qui n'ont aucune légitimité, aucune légalité. Ils sont allés même jusqu'à annoncer de réactiver la force africaine en attente. Mais ça fait peur. Rappelons que la force africaine... La réponse de Bamako à ce niveau a été aussi claire. Elle considérera comme agression toute force étrangère qui viendrait dans ce sens-là. Mais monsieur Bachir, c'est du voyoutisme, ça, ce qu'ils sont en train de faire, les autorités de la CEDEAO. C'est du voyoutisme. Rappelons qu'en 2002, l'Union africaine adopte le protocole de Durban, qui définit un projet APSA, une architecture, paix et architecture en Afrique, avec pour principe, aux problèmes africains, les solutions africaines, et pour bras armés, une force africaine en attente. Nous étions en 2002. Nous voici rendus en 2022. Donc 20 ans plus tard, ce projet n'a jamais été implémenté. Est-ce qu'on peut compter le nombre de morts qu'il y a eu du côté, que ce soit du Niger, que ce soit du Burkina Faso? Le massacre d'Inata récemment, 101 Nigériens sont morts. Population civile comme force de défense et de sécurité. Du côté de la zone des 3 frontières qui regroupe le Mali, le Burkina Faso et le Niger, il ne se passe pas une journée sans qu'il y ait des attaques terroristes là-bas. Les chefs d'État n'ont jamais pensé à réactiver la force africaine en attente. Mais ils sont prêts à activer une force militaire pour aller attaquer le Mali. Lorsque le Mali était attaqué, quand les rebelles étaient aux portes de Bamako, où était cette force africaine en attente? Est-ce qu'on a vu la CEDEAO? Non.
quand la Côte d'Ivoire était bombardée par la force licorne française et le 43e BIMA basé en Côte d'Ivoire, où était la CEDEAO? Mais aujourd'hui, la CEDEAO se plaît, alors que le Mali est en train d'amorcer une sortie de crise, à mobiliser une armée pour aller attaquer le Mali. Ça, c'est du voyoutisme. Donc, clairement... Je vous comprends, et par là, je voudrais reprendre la parole. Charlie, je vous vois très emporté. Non. Ce qui, en tout cas, permet... Non, en tout cas, on vous comprend, hein, certainement, on vous comprend. Moi, à votre place, peut-être, j'aurais fait pire. Allons au téléphone, tout d'abord, pour écouter nos téléspectateurs. Et Jean nous appelle des États-Unis. Jean, bien le bonsoir, cher ami. Merci d'être resté quelques minutes en attente. Vous avez la parole. Hier, on a voulu appeler, mais on n'a pas eu la chance. Je salue vos invités, je salue les techniciens, salut Parfait, salut moi Zoulou, salut Charlie, salut tous ceux qui étaient sur Afrique Média. Pachi, nous sommes dans la guerre. Et je vais d'abord féliciter Assimi Goïta avec sa sagesse, dans sa sagesse, vraiment, je ne sais pas comment qualifier, et aussi dans sa sérénité. Et Bachir, n'oublions pas que nous développons les sujets de ce que nous voyons. Et Assimi Goïta, c'est un homme serein, et quand il travaille avec la Russie, ne pensez pas que ce serait quelque chose. Vous voyez comment il est calme, et parce qu'il sait, il est fort. Il voit que la CEDEAO est vraiment, ça dit, c'est petit. Il parle avec sérénité, avec le calme, comme un maître, avec autorité. Voilà. Donc, dans la spiritualité, vous voyez, Assimi Goïta devait être tué, vous vous rappelez de ce temps-là. Voilà. Et je vais un peu parler de ce que la France va subir. On disait il y a longtemps que la France, le monde entier viendra connaître qui est la France. Les choses avaient commencé avec les attaques de Charlie Hebdo, et maintenant les objets qui sont des objets de privilège ou bien de, je sais pas quoi, de gloire pour la France spirituelle, dans la fausseté, sont brûlés, les cathédrales brûlées qu'on sort, et même la date d'indépendance n'est plus aujourd'hui la date d'indépendance propre, parce que c'est une date aussi où plus de 80 familles vont se souvenir de leur mort en France. Donc vous voyez, tout cela, c'est pour dire quoi? Que la France essaie, dans la spiritualité, essaie. Mais nos frères et ceux qui sont dans le club maçonnique ne voient pas. Et ils sont seulement là en voyant leur bien matériel qu'on leur propose. Et puis ils sont manipulés. Sinon, c'est une honte ce qui se passe à la CEDEAO. Bachir, c'est une honte. On ne peut pas croire que c'est des pères de famille. C'est des responsables. C'est une honte. C'est vraiment c'est dénigrant. C'est comme s'ils ne sont pas des hommes. Mais pourquoi ils sont chefs d'État? Mes amis, méfiez-vous. La France, quelles que soient les conditions, quel que soit ce qui va se passer, elle va payer. La France et les alliés vont payer. Ne faites pas confiance à l'Amérique. Parce que l'Amérique a couvert la France dans ses sales besognes depuis la nuit des temps. Donc, ne les écoutez pas. Ne faites pas confiance. Aucune confiance. La Russie, bien. Vous voyez, les preuves sont là. C'est comme ça qu'on veut. Si on est grand frère de quelqu'un, bien sûr, on est fort, on aide le faible à grandir. On protège le faible à grandir. Et non à saccager, à tuer, à détruire le faible. Ce n'est pas sérieux. Donc, nous sommes dans un moment très fort, de tremblement. Soyons sereins. Bachir, je vais m'arrêter là. J'appelle le Bénin, le Burkina Faso, à tourner dos à l'Occident. Sinon, ils vont payer le prix. Que Dieu bénisse. Si Jean Sacpono, alors on va essayer d'être bref et précis pour permettre à un maximum d'appelants de prendre la parole. Eh bien, Lamine nous appelle et depuis Genève. Lamine Diop, bonsoir. Ah, c'est d'abord Ousmane Alassane. D'accord, du Gabon. Ousmane Alassane. Bonsoir, mon cher. Le problème de Mali, oui, oui, bonsoir. Oui, le problème de Mali, c'est un problème, il faut qu'on fasse attention. Le Mali,
c'est quelque chose que l'Afrique ne comprenne pas. Parce que Issoufou avec le Ouattara, il fait un État Touareg. C'est un État Touareg parce que le Niger, tout le monde, tout le ministère, tout le gouvernement de Issoufou, il fait le Touareg. Il n'a pas Aoussa, il n'a pas Kanori, il n'a pas Delma. Hein? C'est pour cela qu'il veut faire État Touareg au Mali. Je dis à Malien, à président Malien, même il va finir le Malien, vraiment, il ne peut pas accepter ces problèmes. Hein? Parce que tu vois, il est avec la France. C'est avec la France qu'il veut faire tout pour qu'il prenne l'Afrique. Tout le besoin de ce que vous voyez, ça passe là. Ghana, Nigeria, c'est Michel Issoufou. Parce que c'est une personne, c'est qu'il vient de suivre, tout le monde, il va aller rester avec le Touareg. Bon, je ne sais pas pourquoi vous dites islamique, machin, tout ça là. C'est rien que Touareg, non connaît Touareg, et puis à peu près 450 ans. Donc, il ne peut pas, je dis à Madia, de tenir bon, de tenir bon, de tenir bon. Hein? Tout ça là, c'est lycée Issoufou avec la France. Même pas, même Ouattara, oui, et sinon, Ouattara, il a peur. Parce qu'il n'a pas ouvert, il a peur. Il a peur, c'est ça. Sinon, il faut, Malien, vous tenir comme moi, même pas vous finir. Vous avez avoir vraiment de succès. Ça va aller, ça va aller, ça va aller. Merci, au revoir. Ousmane Alassane, on va prendre d'autres appelants. Vous savez, on n'a plus qu'une vingtaine de minutes, on va aller très vite. Lamine Diop, donc, depuis Genève. Bonsoir, Lamine. Bonsoir à l'ensemble des téléspectateurs d'Afrique Mania ainsi que la régie technique, mais bonsoir à l'ensemble des panélistes. Sur le sujet, c'est absolument grave ce qui se passe aujourd'hui. On ne peut pas, aujourd'hui en 2022, accepter une remake à la Gbagbo au Mali sans que les Africains comprennent cela. Moi, je vous dis aujourd'hui, le problème n'est pas de parler de politique par-ci, par-là, la France, les nègres blancs, ça ne sert à rien. Moi, vous l'avez remarqué, d'ailleurs, je passe peu de temps à critiquer ces gens-là parce que ces gens-là, ils sont dans une autre planète, ils n'ont absolument rien à foutre de nous et moi, je fais de même. Le problème aussi, il faut aussi aller regarder vers le bas. Il est où le peuple? Le peuple malien fait son travail jusque-là très bien, mais il est où le peuple de la sous-région? Vous vous rendez compte? C'est-à-dire que là, aujourd'hui, il y a 65% de commerce entre le Sénégal et Mali par sa proximité portuaire et 35% de commerce entre la Côte d'Ivoire et le Mali, selon le port sec de Bamako. Et aujourd'hui, vous trouvez normal que des peuples sénégalais, et d'ailleurs on le sait, le Sénégal a une identité commune avec le Mali. D'ailleurs, vous avez juste à regarder les ministres des Affaires étrangères maliennes qui s'appellent Abdoulaye Diop. Diop, c'est le deuxième nom le plus répandu au Sénégal. De la Côte d'Ivoire, avec les Djoula, c'est même. Pourquoi ces peuples, aujourd'hui, sont dans un mutisme total, absolu, devant ces sanctions morbides? Et c'est ça la question. Il faut quand même qu'on parle à ce peuple africain-là aujourd'hui. Soit il est gamin, soit il est idiot. Parce qu'aujourd'hui, ces Sénégalais, Sarankou, les Soninké et ces Djoula-là en Côte d'Ivoire, qu'est-ce qui les empêche de manifester férocement devant ces sanctions que ces conglomérats de bandits ont mis en place pour tuer des Maliens? On n'entend absolument rien du tout. Assimi Goïta connaît très bien son travail. Je pense que la Russie est là pour sécuriser l'axe Alger-Bamako, parce que la France, effectivement, avec ses terroristes, ils vont tout faire pour saboter cet axe. Parce que cet axe, elle n'est pas du tout praticable, mais il peut être praticable très vite. Il suffit juste de le sécuriser militairement et l'affaire est réglée. Moi, je vois les choses comme ça aujourd'hui, mais il en est que, il n'empêche qu'aujourd'hui, je ne comprends pas le mutisme absolu des Africains dans l'ensemble devant de telles sanctions. Parce que là, ce qui se passe, c'est que ces bandits sont en train de documenter une remake à la Gbagbo. Même, ils savent qu'ils ne pourront pas la gagner. Parce que cette fois-ci, contrairement à Gbagbo, Assimi Goïta avait déjà verrouillé le terrain avec l'arrivée des Russes. Mais il en est que je me pose des questions avec les Africains. On n'est pas sérieux. L'homme noir n'est pas sérieux. Parce que ce n'est pas normal que des gens se mettent d'extérieur en train de vous tabasser et vous êtes là en train de parler de politique, de pastilles, de cela, de machin, on s'en fiche. Ce qui se passe aujourd'hui, il faut poser des actes.
des actes. C'est clair? J'espère que les Africains ont bien compris ça au Sénégal et en Côte d'Ivoire. Merci. Voilà, merci à Lamine Diop. On prend un dernier appelant pour cette série. C'est Maïga qui nous appelle depuis la France. Maïga, bonsoir. Oui, bonjour. Oui, bonjour. Je suis très content de voir la radio-télévision comme Afrique Média que vous représentez. Vous faites vraiment un excellent travail. Mais moi, je voudrais apporter une réaction autre sur les raisons véritables de la présence française au Mali. Ce n'est pas ce que l'on raconte là. C'est vrai qu'il y a la raison du pétrole, il y a la raison voilà, des mines, c'est vrai. Ça, mais la première raison qui explique la raison française, ce n'est pas les mines, ce n'est pas les richesses. Vous m'entendez? Alors, donc... on vous reçoit très bien. Allez-y, allez-y. Oui, depuis ce Modibo Keïta, toutes les forces militaires du monde, toutes les grandes forces, les Américains, les Russes, les Chinois, tout le monde, toutes les grandes forces ont toujours voulu une base à Gao. Une base où passerait le 16e parallèle qui passe même sur la tombe de Askia Mohamed. Le 16e parallèle, ça passe réellement à Gao. Donc toute armée qui aura là-bas une base pourra contrôler les armées du monde. Ah, voilà en fait ce qui se joue là. Les Russes ont cherché à l'époque, les Chinois, les Américains, les Français, l'Angleterre. Modibo Keïta a dit non. Parce qu'il pensait que s'il avait donné cette base-là à une des forces militaro-industrielles, eh bien l'autre lui ferait la guerre. Donc la France cherchait à s'imposer là-bas depuis belle lurette. Depuis très belle lurette. Mais Modibo y avait opposé un niet. Ensuite, Moussa Traoré est venu. Moussa Traoré aussi avait dit non. Donc la France, il fallait qu'elle trouve une astuce pour s'imposer là-bas et en même temps utiliser d'une pierre deux coups, quoi. En fait, voici la véritable raison qui explique que la France mettra tout en œuvre pour rester au Mali en continuant en pillant les ressources, mais en s'installant de façon militaire, de façon géostratégique et contrôler les armées du monde. Voilà, merci. C'est ce que j'avais à dire. Et puis voilà, merci et on va gagner tôt ou tard. Voilà, merci à vous, très cher Maïga, pour la contribution ce jour. Et bien sûr, pour donner la parole à mes panélistes, je voudrais, avec la complicité de la réalisation, une fois de plus, prendre le prochain élément. Alors, c'était une grosse surprise quelque part pour certains, pour d'autres.